Bonjour à tous, c'est Padam pour vous présenter un cours de Madame Anne Vitoz sur de biologie de la reproduction, le numéro 3, la parturition. Quentin, contrôle hormonaux chez la femme et un peu chez les autres femelles mammifères, il faut ouvrir le col avec des contractions. La bipédie fait que le fœtus appuie en permanence sur le col chez la femme. Il faut donc que ce col soit très résistant. C'est aussi pour cela que les contractions sont très longues chez la femme, car il faut dilater cette structure auparavant rigide. Synthèse de la prostaglandine. Elle est sécrétée par le placenta et a comme précurseur l'acide arachidonique. C'est l'augmentation du ratio œstrogène-progestérone qui stimule la production de prostaglandine. Comment est initiée la cascade du déclenchement de parturition? Une fois la parturition démarrée, il est difficile de l'arrêter. Concernant son origine, on a plusieurs hypothèses. Vieillissement du placenta et chute de P4, l'augmentation de pression sur le col due à la taille du fœtus, stress du fœtus par l'augmentation de la pression, le cortisol augmente, alors il passe chez la femme, ce qui provoque la diminution de la sécrétion de progestérone, mise en évidence du rôle majeur du fœtus chez la femme, la durée de gestation prolongée portant un fœtus anencéphalique, donc sans tête. Bien. Et chez les mammifères d'élevage, cela peut être lié à syndrome de gestation prolongée, anomalie de l'hypophyse fœtale, hypoplasie des surrénales fœtales, ingestion de Veratrum californicum, syndrome de mise bas prématuré quand il y a une hyperplasie des surrénales fœtales. Attention à certaines définitions. Hypoplasie, hyperplasie définissent un nombre de cellules. Hypertrophie, hypotrophie définissent un volume, peut être lié à l'accumulation de réserves dans les cellules. Exemple chez les brebis, la maturation du fœtus commence par la maturation de l'axe corticotrope. Influence sur la motricité de l'utérus. Les effets directs de l'œstrogène provoquent l'augmentation de la synthèse des protéines corticales, l'augmentation de la densité des canaux à calcium, CA2+,
la synthèse des jonctions GAP. La progestérone provoque la diminution de synthèse des jonctions GAP, la diminution de séquestration des ions calcium dans le réticulum sarcoplasmique. Effacement du col. L'effacement du col se définit comme la réduction du nombre de fibres de collagène. Il y a une augmentation des gags qui va provoquer la rétention d'eau dans la matrice et donc un assouplissement. Petite parenthèse concernant les cours, même si je les lis et les récite, il est important de les suivre en même temps car il n'y aura probablement pas les schémas. Et pourtant, là, il y en a deux importants. Donc, l'effacement du col, comme je l'ai dit, petit schéma, cela est favorisé aussi par la relaxine, permet de retenir de l'eau dans les ligaments et les tissus conjonctifs pour assouplir le col. Les prostaglandines, leur application sur le col, permet d'accélérer son effacement. Les prostaglandines. Les prostaglandines sont sécrétées par le placenta et sont comme précurseurs l'acide arachidonique, donc un acide gras avec une vingtaine de carbone et une double ou triple liaison, ce qui n'est pas mal comme acide gras polyinsaturé. Avant cela, c'est la phospholipase A2 provenant des liposomes qui va être son précurseur. Pour les faire, une prostaglandine synthase permet de produire la prostaglandine endoperoxyde, donnant elle-même du thromboxane, du PGF, du PGE, du PGD et des prostacyclines. De la prostacycline, pardon. Cette synthèse de prostaglandine est augmentée lorsque le taux d'œstrogène dépasse celui de la progestérone. On est alors clairement en fin de gestation. Remarque, certains médicaments sont inhibiteurs de cette synthèse, comme le doliprane, qu'il faut donc éviter de prendre en fin de gestation. En résumé, la prostaglandine vient renforcer les contractions du myomètre, donc muscle utérin, plus relâchement du col. L'ocytocine, augmentation des contractions du myomètre. Œstrogène, augmentation aux dépens de la progestérone, favorise la sécrétion de prostaglandine plus augmentation des récepteurs à l'ocytocine sans
sans qui elle ne pourra pas avoir d'effet. On est dans un phénomène qui s'emballe. Une fois que ce phénomène est enclenché, rien ne peut l'arrêter. C'est un cercle vertueux globalement. Le placenta est majoritairement la source de la progestérone, mais cela dépend des espèces. Si cette dernière chute, on va avoir une mise bas. Un déficit en progestérone peut être donc dû à un problème de placenta. Expulsion du fœtus. Il faut savoir que l'espèce humaine, comparée aux autres, est relativement résistante aux naissances prématurées. En France, on considère qu'à 25 semaines, il s'agit d'une naissance prématurée, contre 37 en grossesse à terme. Au Japon, on a même réussi à faire survivre un enfant 22 semaines qui tenait dans la main en sachant qu'à 33 semaines, on parle de prématurité pulmonaire. C'est donc très important comme tournant. Le poulain, pour un même âge de gestation, peut avoir des maturités différentes. Certains sont vite prématures, comme certains qui, même à un même âge de naissance, peuvent être au contraire très immatures. Moi. La lactation. La lactation est apparue chez les mammifères. On sait d'ailleurs, mammifères au passage, mamelles, qui portent des mamelles. Donc, bon, on sait tous que le lait a une fonction nutritive, mais il a aussi une fonction immunitaire. La glande mammaire qui le produisent ont un développement cyclique qui est lié au cycle ovarien pendant la gestation et surtout après la parturition. On va avoir un développement plus important. Le lait n'a pas la même composition en début de lactation qu'en fin de lactation. Les mâles ont aussi des glandes mammaires et petit encart, on peut retrouver des traces de médicaments aussi dans les maternels. Et les médicaments ont été pris par la mère. Donc, c'est bien la preuve. Mammogénèse. Anatomie de ce système. Les glandes mammaires. Les lobules mammaires produisent du lait. Elles se situent au niveau d'un lobe qui est lui-même donc un ensemble de lobules séparés par du tissu conjonctif. Ensuite, ce sont des canalicules mammaires qui récupèrent le lait pour ne former
ensuite qu'un seul canal mammaire qui va déverser le lait dans une citerne mammaire. Chaque globule est constitué de cellules alvéolaires qui vont fabriquer le lait quand il y aura éjection du lait. C'est à ce moment-là qu'ils vont commencer leur trajet pour aller in fine dans le triomphe. Autour de ces cellules alvéolaires, il y a des cellules épithéliales, puis des cellules myo-épithéliales qui vont pouvoir se contracter au moment de la lactation. Les variations que l'on retrouvera dans les espaces seront principalement au niveau de l'anatomie de la mamelle. Autrement, le système histologique et de réseau reste très semblable. En effet, on peut avoir jusqu'à 8 paires de mamelles chez la truie pour 2 chez la vache. Définition de plusieurs termes en lien avec cela. Mammogénèse, développement du tissu mammaire. Lactogénèse, développement de synthèse. Maintien de la synthèse. Galactopoïèse, maintien de la synthèse et sécrétion pendant une longue période. Éjection du lait, on retrouve pour cela l'ocytocine qui lui est indispensable. Involution qui est la régression de la glande après sevrage. Contrôle hormonal, croissance des canaux galactotrophes. Les œstrogènes permettent la multiplication des cellules épithéliales des canaux et sensibilisent à l'action de la progestérone. Les hormones de croissance stimulent la production d'IGF. 1. Localement, stimulation de la multiplication des cellules épithéliales. Ces hormones sont importantes, même adultes, car elles favorisent le développement du muscle. Et oui, grâce aux corticoïdes, qui est d'ailleurs employé comme anti-inflammatoire non stéroïdien. Oui, oui, ça doit être ça. Contrôle hormonal du développement lobulo-alvéolaire. La progestérone empêche l'action de la prolactine. Elle stimule aussi les cellules épithéliales, souches des alvéoles. Elle sensibilise à l'action de la prolactine, effet mammogène, et elle limite l'effet lactogène de la prolactine. Hormone de croissance, corticoïdes, prolactine, multiplication des cellules épithéliales. La prolactine est une hormone permettant la multiplication des cellules épithéliales. Petite répétition d'ailleurs. La lactogénèse.
on va avoir ce dont a besoin la cellule alvéolaire pour cette production. Il y a de l'eau et des protéines caséine qui d'ailleurs se retrouvera dans la whey, entre autres. Protéines spécifiques du lait, ils sont à 80 voire 90. Ensuite, on trouve aussi beaucoup de lactose dans ce lait, de même que les minéraux tels que le potassium ou le calcium. La composition du lait varie suivant l'environnement des espèces. Par exemple, pour la vache, la teneur en lipides est faible, mais dépend des races de vaches et du moment de la lactation ou de la traite. Pour faire du reblochon, par exemple, il faut prendre du lait de la dernière traite. Elle est plus riche en matière grasse. Les acides aminés sont transportés à travers la membrane basale. Ils sont ensuite utilisés par le réticulum endoplasmique rugueux pour la synthèse de protéines spécifiques. La caséine est majoritaire. Les caséines sont majoritaires, 80%. Elles forment un complexe avec du phosphate de calcium, Ca de plus, colloïdal. Ils sont sécrétés sous forme de micelles. L'acidification entraîne leur précipitation. Albumine, globuline. Donc l'albumine c'est aussi présent dans le blanc de l'œuf, pour vous dire. Globuline en provenance du sang présente 19%. Le reste est composé de protéines diverses. Le glucose passe la membrane basolatérale grâce à un transporteur spécifique. Une partie de ce glucose est transformée en galactose. Ensuite, le glucose et le galactose. 3 petits points. Les immunoglobulines sont captées par les récepteurs spécifiques situés à la surface de la membrane basolatérale. Leur fixation à ces récepteurs entraîne l'endocytose. Les vésicules d'endocytose traversent la cellule vers la membrane apicale et fusionnent avec la membrane apicale. Les immunoglobulines sont excrétées par exocytose. Le colostrum est émis avant la galactopoïèse, donc la production de galactose. Il se compose essentiellement de sels minéraux de lactose et des immunoglobulines. Chez certaines espèces avec une placentation hémochoriale, les hémoglobulines passent facilement et donc l'immunité sera simple.
Contrôle de la lactogénèse. Contrôle hormonal de la lactogénèse. Donc ça commence par un petit schéma. Puis ensuite, pendant la gestation, je vais tenter de vous le dire. Alors, en fait, c'est l'hypothalamus qui envoie un signal à l'hypophyse qui elle-même envoie deux types de d'hormones, voire même trois. Alors, la GH, l'hypophyse envoie la GH pour ensuite, il envoie aussi le PRL qui produit le lait, enfin, sachant que le GH agit sur un canot, tout comme le PRN, l'hypophyse produit des œstrogènes, agit sur les œstrogènes qui vont agir sur le canot. Les ovaires produisent les œstrogènes et produisent la progestérone qui va agir sur les alvéoles. Le PRN va agir aussi sur les alvéoles et sur le lait pour finalement qu'il y ait un rétrocontrôle. Sachant qu'en dessous du schéma, le lait n'est pas produit par insuffisance de PRL et effet inhibiteur de la progestérone. C'est ce qu'il y a sur le schéma. Pendant la gestation, la source de progestérone, mais aussi de prolactine, peut être le placenta. On a alors une production de prolactine importante. La mamelle se développe au maximum, mais le lait n'est pas produit car progestérone et PL sont inhibiteurs. Après la parturition de la progestérone diminue, ce qui va déclencher la production de lait pour que la prolactine puisse s'exprimer comme il se doit.
Donc là, on a toujours le petit schéma de l'hypothalamus qui agit sur l'hypophyse, qui génère de la GH, Growth Hormone, d'ailleurs, au passage, ce qui veut dire hormone de croissance. Il produit du PRL qui va permettre la lactation. Et au passage, la GH va agir sur cette partie, entre autres, mais il va aussi agir sur les canaux qui vont être ensuite en même temps pas stérilisés, stimulés par l'œstrogène, et l'œstrogène va aussi stimuler les alvéoles qui sont déjà stimulés par la progestérone, et la PRL va stimuler les alvéoles. Elle aussi, les ovaires auront produit œstrogène et progestérone. Ça crée sac de nœuds. Pendant un moment en Europe, on se posait la question de savoir si on pouvait utiliser l'hormone de croissance pour stimuler la lactogénèse. Et finalement, l'Europe a refusé d'utiliser ces hormones. Une mamite est une infection de la mamelle par une bactérie, par exemple. Cela fait que le lait ne pourra pas être vendu. Il faut traiter l'animal avec des antibiotiques. Ce problème peut être augmenté par le fait d'utiliser des hormones de croissance. En Europe, il y avait une grande peur que l'hormone de croissance favorise la quantité d'IGF pouvant induire des tumeurs cancéreuses. Quelqu'un avec une tumeur en début de développement qui buvait ce lait aurait-elle pu voir sa tumeur augmenter à cause des IGF? Là est la question. Entretien de la lactation. La TT stimule l'hypothalamus via un arc réflexe les neurones dopaminergiques. Donc, ouais. Des noyaux tubéraux infundibulaires, TIDA, TIDA, sont inhibés. Ils libèrent normalement de la dopamine, PIF dopamine, ce qui permet, et PIF prolactin inhibiting factor, qui inhibe la sécrétion hypophysaire de prolactine. Les neurones TIDA libèrent la dopamine dans le sang qui va aller jusqu'à l'hypophyse, ce qui va inhiber la prolactine. Certains médicaments peuvent provoquer des syndromes de lactogénèse car sont inhibiteurs de la synthèse de dopamine. Ils auront alors effet de
d'augmenter le volume mammaire. À l'inverse, il y a des médicaments qui augmentent le taux de dopamine pour bloquer la lactation. C'est à se demander si des médicaments qui sont des des dopamines-like pourraient bloquer la lactation, puisqu'ils augmenteraient le taux de dopamine. Bon, la stimulation de la mamelle induit un réflexe Ferguson, qui va stimuler les neurones à ocytocine situés dans l'hypothalamus, noyau paraventriculaire et supraoptique. Fin du document.